Donc, docteur Perrine Malzac, je rappelle que vous êtes praticien hospitalier en génétique au Biogénopole Hôpitaux Universitaires de Marseille. Comme je le disais, on est ravis de vous accueillir. Merci vraiment d'avoir répondu donc à l'invitation de CMT France. Et vous allez donc évoquer le rôle du généticien, à quel moment il intervient et de quelle manière, bien évidemment, il accompagne les personnes malades et leurs familles. C'est à vous. Voilà, merci beaucoup de m'avoir invité et désolée pour les petits aménagements pour arriver à être là. J'espère que je vais arriver à faire passer les diapos. Donc effectivement, je vais vous parler du rôle du généticien ou plutôt en fait de différentes formes de généticien parce que comme vous allez le voir, finalement la génétique se répartit à différents niveaux de la prise en charge et des moyens disponibles. Déjà, pour le généticien ou la généticienne, effectivement, il y a quand même pas mal de femmes dans ce métier. C'est le spécialiste pour les maladies génétiques et pour l'hérédité, voilà, autour de l'hérédité. Et son rôle va être multiple. Alors, le premier rôle, c'est avec les neurologues, avec les spécialistes, de diagnostiquer, de participer au diagnostic, de confirmer un diagnostic lorsqu'il est suspecté en présence de symptômes cliniques et paracliniques caractéristiques. Et cette confirmation, elle va se faire à l'aide de la prescription de tests génétiques adaptés à visée diagnostique. Alors, ce rôle de prescripteur, ça dépend un petit peu des maladies génétiques, mais c'est vrai que pour CMT, c'est plus souvent quand même le neurologue qui va prescrire les tests. Et le neurologue va adresser ces tests à un laboratoire, où là, c'est un autre type de généticien, le généticien biologiste moléculaire, qui va réaliser ces tests. Mais parfois aussi, vous pouvez voir un généticien au moment de la prescription du test à visée diagnostique. Qui que ce soit, ce prescripteur, généticien ou spécialiste, il devra de toute façon vous informer sur les tests qui sont réalisés afin de recueillir votre consentement libre et éclairé à la réalisation de ces tests. Et il va ensuite prescrire les tests génétiques. Dans le cadre de CMT, souvent il y a un premier test où on fait une recherche de la duplication de PMP22 qui permet de faire un certain nombre de diagnostics. Et puis ensuite, tout de suite après, sur le même échantillon, un panel de gènes, à peu près 151 gènes actuellement, qui sont testés en parallèle pour essayer de poser le bon diagnostic, pour savoir exactement donc d'où vient la maladie. Alors ce panel de gènes permet de faire un grand nombre de diagnostics, mais il reste toujours des situations dans lesquelles génétiquement on n'a pas pu caractériser la maladie, et dans ce cas-là, les échantillons vont être adressés pour une étude de génome sur les plateformes de séquençage. Donc pour le sud, alors je suis restée un peu sudiste, pour le sud c'est Auragène, pour le nord c'est Sequoia. Voilà, et là encore, on peut faire un certain nombre de diagnostics et finalement, parfois, les échantillons pourront être étudiés avec votre accord toujours, bien sûr, dans un cadre de recherche sur des projets spécifiques déposés à partir des échantillons de la plateforme. Alors, au moment de la prescription de ces tests, il faut savoir que l'information va être des résultats. Donc, à l'issue des tests, il va y avoir des résultats qui vont vous être annoncés. Cette information, elle doit être communiquée dans un document rédigé. La loi dit de manière loyale, claire et appropriée. Et à ce moment-là aussi, les prescripteurs qui vont rendre les résultats, c'est eux qui doivent rendre les résultats, doivent aussi informer les personnes nouvellement diagnostiquées de l'existence d'associations afin que les personnes qui le souhaitent puissent se mettre en contact des associations. Et tout ça, c'est ce que dit la loi et c'est ce que doit faire donc le généticien, si c'est lui le prescripteur, ou le neurologue, dans cette partie-là de la prescription des tests. Alors la diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est possible de la... Voilà, merci. Donc, pour résumer un petit peu ce premier temps, aider au diagnostic, il va s'agir donc pour le généticien, si c'est lui le prescripteur, pour le neurologue, mais avec pour cette partie-là quand même la nécessité qu'il soit formé à la génétique et à la génomique pour donner la bonne information, de recueillir l'échantillon, d'informer le patient,
en amont et en aval du test et d'adresser l'échantillon au généticien biologiste moléculaire qui devra faire les tests, les interpréter correctement, les tests de séquençage. Et il faut savoir que tout ça se fait en coopération entre ces différents professionnels, et notamment quand il y a des cas un peu difficiles à interpréter, quand on trouve des résultats un peu compliqués d'un point de vue de leur interprétation, ils font l'objet de réunions de concertation pluridisciplinaires, on dit RCP entre nous, au moment du rendu du résultat. Donc avant de vous rendre le résultat, si les choses ne sont pas toujours très claires ou parfaitement claires, il y aura cette réunion de concertation entre le neurologue, le généticien clinicien, s'il est dans la boucle, et le généticien biologiste moléculaire, pour vous rendre le résultat le plus clair possible. Et de même, il y a aussi des réunions de concertation pluridisciplinaire lorsqu'il s'agit de poursuivre les investigations en lien avec les plateformes de séquençage de génome, donc Auragen et Sequoia. La diapositive suivante. Alors, à ce stade, je dois dire qu'il faut que je vous dise qu'il y a plusieurs formes de généticiens. On a déjà entendu parler là du généticien clinicien qui peut prescrire les tests, du généticien biologiste qui est à l'origine de la production des résultats de séquençage. Le généticien clinicien, c'est un médecin spécialiste. Aujourd'hui, il y a une spécialité en génétique. Et donc, il est issu de cette spécialité. Le généticien biologiste, il peut être issu aussi de cette spécialité de génétique, mais il peut aussi être pharmacien ou médecin biologiste de la spécialité de biologie ou même scientifique. Donc, c'est pas exactement, enfin, il y a un type de formation qui est un peu différent. Et puis, il y a le généticien qui va faire de la recherche à partir des échantillons quand c'est nécessaire et quand vous l'autorisez. Et celui-là, il est plus souvent scientifique, issu de la filière scientifique. Parfois, il s'agit d'un médecin-chercheur. Et enfin, il y a un quatrième protagoniste que vous aurez peut-être amené à rencontrer, c'est le conseiller ou la conseillère en génétique. Là, on pourrait dire conseillère en génétique par défaut parce que vraiment, c'est le plus souvent des femmes qui sont formées maintenant depuis une bonne quinzaine d'années et dont le rôle est de seconder le généticien. Donc, elle travaille sous la responsabilité d'un médecin qualifié en génétique au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Elles vont vous apporter toutes les informations nécessaires et complémentaires dont vous aurez besoin en termes de compréhension donc des résultats des tests, mais aussi la possibilité de vous aider pour informer les membres de votre famille quand il s'agira de les informer. Et elles sont aussi là pour faciliter la prise en charge médico-sociale, psychologique ou le suivi lorsque les résultats de l'analyse indiquent un diagnostic précis qui nécessite une prise en charge adaptée. Donc, elles vont être vraiment à cette position de relationnelle un petit peu plus forte peut-être que certains médecins qui, eux, n'ont pas toujours le temps de développer cette relation. La diapositive suivante. Donc, le deuxième rôle du médecin généticien clinicien, mais qui est aussi un rôle du conseiller en génétique, ils font ça ensemble, l'un, l'autre ou les deux, c'est de donner un conseil génétique à la personne lorsque une mutation génétique a pu être identifiée par les tests génétiques. Et ça va commencer par l'évaluation du risque de transmission de la maladie à la descendance en fonction du mode de transmission repéré d'après les résultats des tests génétiques. Puisque les tests génétiques ils vont permettre d'identifier l'existence d'une mutation dans un gène. Quand on connaît le gène muté, on peut dire s'il s'agit d'une maladie autosomique dominante, d'une maladie autosomique récessive ou d'une maladie récessive liée à l'X. La diapositive suivante avec les différents modes de transmission que je ne vais pas vous détailler là, mais il faut savoir qu'effectivement, c'est le rôle du généticien ou du conseiller en génétique ou de la conseillère en génétique de vous expliquer précisément le mode de transmission et donc, en fonction du mode de transmission, la diapositive suivante, le risque qu'il y a que vous puissiez avoir des enfants atteints de la même affection, de la même maladie que celle qui vient d'être diagnostiquée. Et puis, il y a une autre dimension du conseil génétique. La première dimension étant, on l'a vu, de pouvoir dire à la personne diagnostiquée qui présente des symptômes et
et à qui on vient de poser un diagnostic précis génétique, si elle risque de transmettre ou pas, à quel niveau, à quel risque, etc. Il y a aussi l'information sur le risque pour les apparentés. Donc la démarche d'information de la parentèle. Puisque à partir du moment où on identifie une cause génétique à la CMT, on sait que potentiellement, puisque c'est une maladie génétique, potentiellement héréditaire, potentiellement il y a dans la famille, parmi les frères, les sœurs, les neveux, les nièces, les cousins, et selon le mode de transmission, des sujets qui sont eux-mêmes à risque de développer cette maladie ou de la transmettre à leur descendance. Et donc, il est proposé, à l'issue des résultats des tests, d'informer les membres de la famille dans la mesure où il y a des mesures de prévention ou de soins, mais la loi a rajouté y compris de conseils génétiques, c'est-à-dire d'information de ces apparentés sur leur propre risque de développer ou de transmettre la maladie. Et donc, les modalités de cette information des apparentés va passer soit par le patient lui-même, qui va informer sa famille avec l'aide des généticiens ou du spécialiste, soit le patient peut demander au médecin prescripteur de procéder lui-même à cette information. C'est une modalité qui est assez peu utilisée. Tout à l'heure, là, juste après moi, Marion Mathieu va intervenir sur ce sujet-là et une enquête qui a été faite sur cette question-là. Mais il apparaît qu'elle est assez peu utilisée, cette modalité, dans la mesure où elle nécessite d'anonymiser complètement la transmission de l'information et de le faire sans informer la diapositive suivante, ça c'est détaillé dans la diapositive suivante, sans donner aucune information. Donc si la personne ne souhaite pas informer elle-même les membres de sa famille, elle peut demander donc au médecin prescripteur de le faire, de procéder à cette information, mais dans ce cas-là, il le fera sans dévoiler à ces personnes ni le nom de la personne ayant fait l'objet de l'examen, ni l'anomalie génétique, ni les risques qui lui sont associés. Et cet aspect d'anonymisation peut parfois rebuter un petit peu, parce qu'effectivement, ça paraît un peu brutal peut-être. Alors la diapositive suivante. Alors, un autre rôle du généticien et du conseiller en génétique, ça va être de prédire le risque pour des apparentés sans symptômes de développer ou éventuellement de transmettre la maladie à leur descendance. Alors, il y a certaines pathologies dans CMT aussi qui peuvent être à expression retardée dans le temps, qui ne vont pas s'exprimer tout de suite dans la petite enfance, mais à l'âge adulte et à un âge plus ou moins avancé. Et donc, certains apparentés peuvent ne pas encore avoir développé les symptômes, mais souhaiter savoir quel est leur risque de les développer à l'avenir. Et donc, alors le plus souvent, c'est pour savoir, pour anticiper l'avenir, mais de plus en plus, et dans CMT, on a quelques cas comme ça, on appelle ça des situations de gènes actionnables, où l'exemple que je peux vous donner, c'est la mutation du gène HSAN1, pour lequel on peut mettre en place un traitement par L-sérine, et plus tôt le traitement est mis en place, semble-t-il, mieux c'est. Et donc, si on peut le faire même avant l'apparition des symptômes, ça peut être positif, et donc connaître son statut peut être utile. Donc, mais parfois, les personnes, même s'il n'y a pas de traitement possible, souhaitent quand même connaître leur statut pour s'organiser, s'organiser, même décider, à tous les niveaux de leur vie. Et aussi, cette prédiction du risque, elle peut concerner des situations de maladies, alors c'est plutôt dans les maladies récessives liées à l'X, dans lesquelles il y a des personnes qu'on appelle porteurs sains, c'est-à-dire qui portent la mutation mais qui ne développent pas les symptômes ou qui les développent dans des formes peut-être moindres. Et dans ce cas-là, et souvent donc dans ce cas-là, ça va être des femmes porteuses et qui peuvent avoir des fils atteints. Et on peut donc rechercher les porteurs sains à visée de conseils génétiques, donc les femmes qui ont la mutation et qui pourraient la transmettre à leur fils.
Voilà, donc de la même manière, dans les maladies récessives, il y a aussi des porteurs sains, mais le risque de transmission à la descendance dépend de la fréquence de la maladie dans la population. Et en général, on ne va pas faire de recherche de porteurs sains dans les maladies récessives autosomiques. Pour ce qui concerne les mineurs, et notamment ces tests prédictifs, la loi française dit que les examens ne peuvent pas être prescrits, des tests génétiques ne peuvent pas être prescrits chez les mineurs, donc chez les enfants de moins de 18 ans, ou les majeurs sous tutelle, hein, mais là, ça va plutôt concerner les mineurs, si le mineur ou sa famille ne peut pas personnellement bénéficier de mesures préventives ou curatives immédiates. Donc, seules les situations où il y a des mesures préventives ou curatives immédiates vont pouvoir les mineurs pourront être testés seulement dans ces cas-là. Donc, parfois, vous pouvez être amené à rencontrer un généticien pour un enfant qui a 15 ou 16 ans, et si ça n'a pas d'intérêt direct pour lui, on préférera attendre qu'il devienne majeur et qu'il demande lui-même le test présymptomatique. Je parle là de situations où il n'y a encore aucun symptôme. Évidemment, s'il y a des symptômes, le test sera réalisé. La diapositive suivante. Dernière situation où vous pouvez être amené à rencontrer un généticien, c'est dans le cadre de souhait de recourir à une démarche de diagnostic prénatal ou de diagnostic préimplantatoire. Puisque là, le généticien va organiser ce diagnostic prénatal, c'est-à-dire la recherche pendant la grossesse, au tout début de la grossesse, de la présence ou de l'absence de la mutation génétique chez le fœtus. Et on peut le faire aussi en diagnostic préimplantatoire, où on fait la recherche à partir de quelques cellules de l'embryon du statut génétique, afin de décider de poursuivre ou pas ce projet de grossesse. Et la loi française autorise le diagnostic prénatal sous condition que la maladie, l'affection, soit reconnue comme particulièrement grave et incurable au moment du diagnostic. Et ces caractéristiques de particulière gravité et d'incurabilité doivent être validées au sein d'une équipe pluridisciplinaire, d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Il y en a un ou plusieurs dans chaque ville, dans les CHU, et c'est un collectif de personnes auxquelles participent à la fois des obstétriciens, des généticiens, mais aussi des spécialistes de la maladie, et qui vont déterminer selon le type d'affection génétique, est-ce que cette caractéristique d'affection de particulière gravité peut être reconnue. Si oui, la personne le couple pourra demander un diagnostic prénatal ou préimplantatoire. Et je sais que concernant la CMT, il y a peut-être une grande variabilité, ou une certaine variabilité sur le territoire des réponses, qui est en partie liée justement à certaines difficultés de prédire la gravité de la maladie, vu la grande variabilité d'expression aussi de cette pathologie, mais aussi peut-être d'une équipe à l'autre des différentes façons d'apprécier, et donc il est possible de demander un deuxième avis dans un autre centre pluridisciplinaire si il y a eu un refus de recours au diagnostic prénatal et que vous souhaitez quand même y recourir. Voilà, la diapositive suivante. Donc, pour conclure au niveau de généticien, rôle du généticien, on m'avait mis ça au singulier. Finalement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types de généticiens, plusieurs catégories de généticiens, certains que vous pouvez rencontrer, le généticien clinicien ou le conseiller en génétique. Dans votre parcours, vous pouvez les rencontrer en consultation, au moment, donc, comme je vous disais, de prescription de tests diagnostiques ou prédictifs, ou au moment d'une grossesse. C'est des professionnels qui travaillent en lien étroit avec les neurologues, avec l'équipe des neurologues, et qui communiquent avec cette équipe par le biais des consultations, des réunions de concertation pluridisciplinaire. Donc des échanges sont faits pour pouvoir vous répondre au mieux et de façon coordonnée par rapport aux aspects génétiques de la maladie.
Et puis, il y a des généticiens que vous ne verrez pas, qui sont le biologiste généticien moléculaire qui travaille dans son laboratoire, mais qui est celui qui, avec les techniciens, va permettre de faire le diagnostic, et les chercheurs en génétique qui, eux, essaient de poursuivre, de mieux comprendre ce qui se passe d'un point de vue génétique à partir des échantillons que vous voulez bien leur confier si on vous propose de rentrer dans un programme de recherche en génétique. Et tout ça, donc pour vous et pour les membres de votre famille. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Dr Malzac, et puis merci d'avoir présenté votre présentation un petit peu plus tôt. Je rappelle qu'on va vous retrouver pour les questions au cours de la table ronde. Donc, je ne sais pas si Martine Ibani ou Alexandre Hoyos souhaitent peut-être prendre 1 minute ou 2 pour vous en poser une. Moi, je vais vous en poser une qu'on avait déjà abordée lorsqu'on avait échangé pour cette présentation, parce que c'est une question qui est assez récurrente. C'est pourquoi c'est si long ? Alors, pourquoi c'est si long ? Effectivement, la question, vous avez raison de poser la question, parce qu'aujourd'hui, les techniques de séquençage, si on prend que la technique, vont assez vite. Ce qui rend les choses un peu compliquées, c'est d'abord les files d'attente, puisque aujourd'hui, aussi bien pour obtenir des consultations en génétique que pour réaliser les tests, il y a des files d'attente qui sont assez longues, donc des nombres d'échantillons plus nombreux que les capacités d'exploration, mais aussi c'est quand même, je pense, variable d'une personne à l'autre, parce que parfois on peut trouver la mutation génétique dès la première étape, l'étape de panel de gènes, donc sur ces plus de 150 gènes qui sont testés en parallèle, et ça peut prendre au maximum 1 mois. Ça devrait être aujourd'hui. Je pense que peut-être avant c'était différent, mais aujourd'hui on a quand même la capacité à répondre assez vite. Par contre, si on ne trouve pas de cette façon-là et qu'on rentre dans le processus génome et recherche, alors là ça peut effectivement beaucoup plus prendre de temps, plusieurs mois, et des fois même ça se compte en années. Voilà. Et comme tout le monde ne va pas être à égalité, ça dépend un peu du type de mutation qu'on va trouver. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage. Alexandre, Martine, une réaction ? Non, je veux juste dire merci à Perrine. C'était exactement ce que j'entendais et ce que je voyais. Merci. Bon, Alexandre ? Non, juste dire que ça prend beaucoup de temps sur des gènes non connus, parce qu'on manque aussi de chercheurs. C'est cette phase d'interprétation et de recherche et d'identification du gène responsable qui demande des ressources, et des ressources qui ne sont pas là. On l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, Tania l'a appuyé tout à l'heure, je le réappuie. Il n'y a pas assez de moyens dédiés au CMT, et c'est bien un problème, donc il faut vraiment qu'on y travaille. Merci beaucoup, Dr Malzac. Si vous en êtes d'accord, on se retrouve donc pour notre table ronde et d'autres questions. Merci. Et à très bientôt. À tout à l'heure.